Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mathilde Tournis, recruteuse des masters spécialisés de ESCP Business School et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré au master spécialisé finance de ESCP Business School. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Philippe Thomas, directeur scientifique du MS Finance. Bonsoir. 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 Également Lucas Toumio-Belawan, qui est un ancien fraîchement un ancien frais du MS Finance. Bonsoir Lucas. Oui, c'est ça exactement. Merci, bonsoir à tous. Merci. Et pour finir, nous avons la responsable scolarité du master spécialisé finance, Madame Keren Nissarag. Bonsoir, bonsoir Keren. Bonsoir. Alors, excellent, nous sommes tous là. Donc, pour vous expliquer, nous allons commencer par une présentation du programme par le directeur scientifique, professeur Philippe Thomas, et nous enchaînerons sur un temps de questions-réponses. Donc, je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions dans le chat prévu à cet effet sur la plateforme, et nous y répondrons dans un deuxième temps. Mais dès à présent, je vais laisser la main au professeur Philippe Thomas pour nous présenter le master spécialisé finance. Allez-y, Philippe. Merci beaucoup Mathilde, bonsoir à tous. Donc je suis ravi de vous rencontrer, si j'ose la formule, à distance pour présenter le master finance. Donc je remercie beaucoup Keren et Lucas d'être avec nous ce soir pour répondre ensuite à vos questions. L'objectif est d'abord donc d'avoir une présentation la plus rapide possible du master finance. L'essentiel y sera, et bien sûr d'échanger avec vous via le chat et notre charmante Mathilde qui relaiera vos questions, de manière à ce qu'on puisse tous les trois répondre à vos différentes demandes et apporter une information complémentaire. Donc objectif pour moi rapidement, mais on va prendre un petit peu de temps quand même, présenter le Master Finance. Donc, on va commencer par ce qui est toujours plaisant. Je rappelle que le Master Finance de SCP Business School est classé numéro 2 mondial dans les masters en finance par le FT. Donc, c'est pour nous un classement important. Je vais revenir, on n'est pas obsédé par ça, mais quand même, ça prouve que ce master est reconnu par les recruteurs et par l'industrie financière. Alors, ce master, de quoi s'agit-il et quel est son positionnement? Je crois que c'est très important pour commencer de dire ce que l'on fait chez nous. Alors d'abord, bien sûr, c'est le navire amiral de SCP en finance. Et notre objectif, c'est clairement d'être un target master pour les recruteurs. L'idée, c'est de fabriquer, si j'ose dire, des jeunes diplômés de qualité que le marché de l'emploi pourra rapidement recruter. Et on veut, dès l'origine de notre master, on souhaitait le faire, on veut vraiment être identifié comme une formation de référence par les recruteurs qui vont venir chez nous chercher des jeunes gens talentueux avec un objectif important, c'est de permettre à nos élèves d'intégrer ces institutions, de pouvoir réaliser leurs ambitions, mais surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, de leur apprendre des métiers. Et il y a une formule qu'on prend souvent dans le master, c'est qu'on est l'antichambre de la banque d'investissement. Et donc, on cherche à former des jeunes gens qui seront, j'aime pas le terme, mais c'est un recruteur qui me l'a indiqué, donc je le cite, plug and play pour l'industrie financière, avec une dimension extrêmement appliquée, professionnelle. Donc, c'est bien de former à des métiers qui sont exerçables rapidement. On pourrait revenir, et Lucas reviendra sans doute après ces expériences, de manière à ce que nos jeunes diplômés s'insèrent rapidement sur le marché de l'emploi. Et notre philosophie, c'est de faire ceci avec une proximité avec nos élèves. On est soucieux à SCP Business School d'avoir un encadrement proche de nos étudiants, les accompagner dans leurs projets, dans leur recherche de stage et dans leur insertion professionnelle. Donc, il y a à la fois un aspect extrêmement technique, mais aussi un aspect humain, j'ose le terme, avec un vrai esprit d'école et la volonté d'accompagner, j'insiste sur le terme, nos étudiants dans l'année et leurs projets. Alors, notre programme a deux caractéristiques. C'est d'abord, principal, j'entends, un programme séquentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un tronc commun de 6 semaines qui couvre l'essentiel de la finance. Ensuite, le choix entre deux spécialisations, une en IB corporate et une en finance de marché, également sur deux campus, puisque ça se passe d'une part 15 semaines à Paris, campus de Montparnasse, et ensuite 15 semaines à Londres sur notre campus de Finchley Road. Et puis, on a également une séquence, puisqu'on aura à la fois des cours techniques de discipline de finance, qu'on appelle hard, mais aussi beaucoup d'accompagnement en soft skills sur des outils appliqués, la recherche d'emploi, etc. Donc, toute une dimension d'accompagnement par du soft. Nous, on a fait un choix à l'école, et je vais insister lourdement sur ce choix fort pour SCP Business School, c'est d'avoir un programme autonome. Autrement dit, les cours sont spécialement construits et dédiés au Master Finance.
on fait le choix de maintenir une promotion limitée à peu près 90 élèves. On n'a pas voulu, comme certains, tomber dans l'inflation des recrutements. On maintient une promotion d'une taille que l'on saura gérer et surtout pour laquelle on saura à la fin faire un placement de qualité. Et c'est un programme resserré, puisque nos élèves sont seulement 30 semaines à l'école, 15 semaines à Paris, 15 à Londres, donc avec une logique extrêmement intensive. C'est un peu comme une classe de prépa, c'est en gros l'idée. Et outre une formation générale à la finance, comme on a 2 spécialisations, notre volonté, c'est d'avoir une approche très appliquée, concrète et très fonctionnelle. Et donc, dès le milieu de la scolarité, en gros maintenant, novembre, décembre, les élèves ont des cours avec une approche fonctionnelle, on apprend les métiers. Et donc, on a fait le choix d'organiser les cours un petit peu comme l'organigramme d'une banque d'investissement. La dimension pratique va être essentielle. C'est un compromis optimal entre la théorie et les concepts qu'il faut connaître pour comprendre les problématiques et l'industrie et les pratiques professionnelles appliquées concrètes qu'exercent tous les jours les gens dans les banques d'investissement. Alors bien sûr, cette ambition est reconnue par le marché, puisque je l'indiquais, les classements du Master Finance de SCP Business School sont bons, même très bons, 2e mondial. Surtout, c'est important pour nous, premier au UK, ce qui est pour nous le critère numéro 1, parce que bien sûr, on vise aussi Londres et surtout Londres, dirais-je. Et puis d'autres rankings qui existent nous classent également en haut de la liste des Master in Finance. Alors pour nous, encore une fois, c'est plaisant objectivement, c'est surtout la reconnaissance par l'industrie financière que ce que nous faisons est plutôt bien et que nos diplômés s'insèrent au sens des métiers de la finance qu'ils veulent exercer avec un bon niveau technique dès le début pour exercer concrètement les jobs auxquels on les prépare. Et ce qui est important pour nous dans les classements et l'UFT, c'est qu'on est numéro 1 en satisfaction des élèves, et ça c'est pour nous la plus belle des récompenses, et numéro 1 en placement des élèves, ce qui est essentiel. On fait des études pour trouver un travail et ce rang numéro 1 sur le placement montre bien que notre objectif est atteint. C'est le vrai critère pour nous, objectivement. Le critère général numéro 2, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est la satisfaction et le placement des étudiants. Histoire de se rappeler ce classement, on en profite quasiment une dernière fois. Alors notre programme, je le disais, est séquentiel et se déroule de septembre de l'année académique jusqu'à décembre de l'année suivante avec 2 parties. Une partie in-house à l'école, donc avec les cours, tronc commun SP, bien sûr, qui ont lieu à Paris et à Londres. Et ensuite, à partir du mois d'avril, les élèves partent faire leur stage. Alors, on appelle ça mission professionnelle, mais c'est un stage. Et en parallèle, ont une thèse professionnelle à rédiger, puis à soutenir. Donc, il y a une partie à l'école, classique, et une partie dans l'industrie de business, avec le stage et aussi la thèse, qui est l'occasion d'un apprentissage, d'un approfondissement, d'une spécialisation qui permet à nos étudiants, encore une fois, d'aller un peu plus loin sur un thème qui les intéresse, souvent d'ailleurs en lien, bien sûr, avec leur recherche d'emploi. Alors, en termes techniques, parce que c'est important d'expliquer aux candidats comment ça se déroule concrètement, on a donc le tronc commun à Paris pendant 6 semaines, on a à peu près 120 heures de cours et le petit plus signifie des soft skills assez importants dédiés à la recherche de stage, à la formation aux applications. Ensuite, on rentre en spé donc à Paris puis à Londres. On a 330 heures d'heures de spé, donc on a beaucoup d'heures de cours. Hein. Ça se pèse pas au kilo, mais on est sur 450 heures de finance pure, ce qui est beaucoup à ce niveau d'études. Et on voit le plus qui montre que aussi bien à Paris qu'à Londres durant les spé, il y a beaucoup d'éléments complémentaires, de soft, encore une fois, application, entraînement aux interviews, des rencontres, des anciens, un petit peu à la carte avec nos étudiants. On l'indiquait et je veux vraiment insister sur ce point, outre l'aspect technique de la formation en finance avec les cours à la fois conceptuels et pratiques, il y a beaucoup de formations en soft skills avec, j'indiquais, une logique de progression temporelle. Durant le tronc commun, les cours de base sont destinés à former à l'essentiel de la finance. Tout ce qu'il y a à savoir en finance sera évoqué. Et en même temps, on a les soft skills pour préparer les applications, se mettre dans les process de recrutement, les CV, les cover letters, applications en ligne. Le but pour nous, c'est que nos élèves à ce stade obtiennent des assessment centers et leurs interviews. Et ensuite, quand on est en spé, on forme vraiment au métier, on va très loin techniquement avec les professeurs de la maison et les professionnels. Et bien sûr, on continue en soft skills par la préparation aux interviews pour ceux qui auront ensuite des assessment centers plus tardifs ou du off-cycle. Et on a un gros travail de networking et de formation aux questions type, à un déroulement type d'entretien. Le but est alors que les élèves transforment leur première touche d'accès aux interviews AC, bien sûr, en offre
de stages et parfois de jobs, mais il faut être clair, c'est bien sûr des stages qui seront l'essentiel en début de programme et à ce stade. Alors, en termes de structure du programme, je vais aller assez rapidement. On est sur un programme assez lourd puisqu'on délivre 75 de CTS, donc c'est quand même quelque chose d'assez important sur une durée relativement courte, 45 pour les cours et 30 pour la thèse. Et on recrute dans ce master à ESCP des élèves qui ont déjà un master. Alors un master généralement en économie, en finance, en gestion. Parfois on en reparlera avec des formations plus originales, Sciences Po, parfois scientifiques, souvent même ingénieurs, ou parfois architectes. C'est arrivé également dans les pharmaciens. Donc on a un prisme assez ouvert et on en reparlera sans doute quelques juristes. À la marge, dans le master, on recrute des élèves qui auraient un diplôme à Bac plus 4, ça reste vraiment à la marge, puisque alors que la réglementation permet d'avoir 30% d'élèves, nous, on sera à peu près à 15%. Donc, je le disais, après la partie scolaire classique académique, la thèse et le stage sont des vrais compléments appliqués. Et je voulais rappeler un petit peu les enjeux de chiffres de cours. On a bien 450 heures de cours comme indiqué et on délivre une centaine d'heures en soft skills en plus. Donc, ça va être sur 30 semaines, 550 heures de cours et assimilés. Donc, c'est quand même quelque chose d'important, une grosse charge, ce qui veut dire que nos élèves vont être largement mobilisés et sollicités à plein temps. C'est encore une fois, je cite le terme, l'antichambre de la banque d'investissement. Alors, pour faire rapidement une description du programme, on a un tronc commun avec des cours de mise à niveau et quelques cours essentiels pour couvrir tous les champs de la finance. Donc, à la fin, une introduction pour remettre tout le monde à niveau. Ceux qui ne savent pas découvrent, ceux qui savent révisent et remettent en ordre de bataille. Et 3 cours, un cours d'économie, un cours de finance de marché, un cours de corporate. Avec ceci, on a l'essentiel de la finance. Alors attention, il y a beaucoup de travail complémentaire à la maison à faire pour approfondir, mais on donne la culture de base en finance nécessaire pour faire tous les métiers. Les gens qui seront ensuite en marché financier auront vu des bases de corporate et réciproquement, ce qui permet une fluidité, également d'avoir une cohésion du groupe. Tout le monde aura eu les mêmes cours en début de programme. Et en termes de soft skills, on a un cours important d'actualité économique qui traite ce qui se passe dans le business concrètement. Un, ça forme nos élèves à comprendre l'actualité économique et deux, ils révisent un petit peu des choses qu'ils verront durant les entretiens. Ensuite, on va créer l'année prochaine pour la promotion potentielle un cours qui remplace un cours d'éthique et de business conduct qui s'appelle Positive Finance, qui est prendre en compte la vision nouvelle de la finance dans la société. Ensuite, on a donc 2 spé. Alors, nos spécialisations, d'abord, on va traiter celle de finance de marché avec une partie à Paris. On le voit. Ici, on va plus loin techniquement dans l'aspect. Alors, à Paris, c'est principalement des professeurs de la maison, mais également quelques vacataires. C'est en gros tout l'outillage technique qu'il faut pour faire les métiers. Donc, c'est beaucoup de modèles, d'outils, de concepts et très vite un cours de technique de marché pour être capable de passer des entretiens et voir comment ça se passe concrètement, comment les concepts qu'on présente sont appliqués au quotidien dans les salles de marché. Ensuite, à Londres, on a la fameuse approche fonctionnelle, on a une approche par métier. Donc là, on va couvrir tous les métiers du champ financier thématiquement avec des professeurs de la maison, spécialistes, et vous le voyez, beaucoup de personnes extérieures qu'on connaît très bien, anciens de l'école en général, qui nous permettent d'abord d'avoir un vrai retour de ce qui se fait dans le business et d'avoir une présentation très concrète pour les élèves, mais aussi pour nous de tisser un réseau vis-à-vis de ces banques et d'avoir des gens insiders qui peuvent nous aider. Donc on a ici, on le voit pour l'aspect marché, tous les thèmes classiques approfondis et ils correspondent à chaque fois à un métier précis de la finance. Si on s'intéresse à la partie IB, plus dédié au corporate, si j'ose le terme, et bien là, on retrouve la même séquence. À Paris, des cours conceptuels d'outils, de théorèmes de base et de grands éléments qui seront utiles pour comprendre les métiers. Mais symétriquement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un cours d'IB Skills fait par Lazare qui donne donc toutes les clés pour à nouveau voir comment ça se passe et avoir un vocabulaire pratique et technique appliqué pour les entretiens. Et même chose, ensuite à Londres, une approche par métier. À nouveau, on couvre, on le voit, ECNTM, Large Cap, etc., tous les métiers de la finance, avec encore une fois beaucoup d'anciens qui sont attachés au programme et qui expliquent concrètement comment on fait, comment ça se passe, comment on travaille dans l'industrie. Un programme extrêmement appliqué, et j'insiste beaucoup là-dessus. On a des cours classiques de finance très avancés, et ensuite on y plug des cours professionnels. Ça correspond en gros à l'organigramme aux fonctions d'une banque d'investissement. Donc de la sorte, on a à la fois la couverture théorique nécessaire à un diplôme de ce niveau, mais également l'aspect pratique qui est notre objectif numéro 1, former, j'insiste, à l'exercice concret, pratique des métiers par
une jeune diplômée. Alors bien sûr, il faut qu'ils trouvent du travail. Donc on a un programme. Chaque année, on appuie davantage. Chaque année, on rajoute. Chaque année, on investit. On a un programme important qu'on appelle Job in Finance qui permet donc d'accompagner nos élèves pour qu'ils trouvent du travail. J'insiste beaucoup, hein. C'est notre fonction numéro 1 et c'est ce qu'on fait le mieux. Donc ça traduit une volonté, des moyens et également un résultat. On va en reparler. Donc on a beaucoup d'opérations. Ça commence durant l'été puisqu'on a un pré-intake programme. On fait beaucoup de choses dès la rentrée. Sur les CV, on a une semaine entière sur la Job in Finance et on a beaucoup d'anciens qui viennent aider la promo suivante à faire les applications. Je prends un exemple. Lucas, qui répondra à vos questions, est venu voir la promotion suivante pour donner des tips, pour former, pour assurer une continuité. Donc, c'est très important, cette formation au process de recrutement, hein, aux applications, comment faire et comment se débrouiller avec un vrai esprit de classe, une solidarité, mais également un relais par les anciens des promos avant qui viennent voir les élèves et leur donnent leurs conseils et les forment aux applications. Ça durera toute l'année. On a beaucoup d'opérations. Et en particulier, j'insiste à nouveau là-dessus, on a un vrai accompagnement. On met des chiffres parce qu'on enregistre tout chez nous hein, et on a un recul maintenant historique suffisant. On a vraiment une démarche d'accompagnement sur les applications en contactant le réseau, les anciens, les applications, les recruteurs, etc. pour appuyer nos élèves, nos petits, comme on dit dans un langage familier affectueux, dans leurs applications. Et encore une fois, on a beaucoup d'outils de soft skills dans le programme que j'ai cité, qui ont vraiment une dimension applicative et qui vont donner des clés sur le recrutement et encore une fois sur le démarrage des stages pour être extrêmement pratique opérationnel. Donc on a, et je veux vraiment insister là-dessus, à côté des cours, tout un programme extrêmement efficace, important et qu'on renforce chaque année davantage hein, de formation aux applications et au recrutement. Alors quels sont nos résultats? Eh bien, on est transparent chez nous, puisqu'on a bien sûr un placement qui est très bon. L'enquête du FT, c'est pas nous qui le fournissons le chiffre, le prouve. Juste un point qui est important sur les recrutements. On a une réputation d'être une formation de où il y a beaucoup de summer internship, bien réel. Lucas en a fait un pour en parler. Alors, on a nos chiffres, moi je suis transparent. Sur l'année en cours, on voit que c'est un peu plus dur parce que la crise atteint un peu les recrutements de summer, même si les autres dimensions de recrutement sont bonnes. Mais on a 10 aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal hein, sur un programme comme le nôtre. Et les process sont en cours. Et j'ai constamment des nouvelles donnant un peu d'update sur ce chiffre qui va fortement augmenter. Et il y a un point important, c'est le nombre de graduates qu'on a obtenus. Alors attention, pour 2020, et c'est le cas de Lucas qui a une offre de graduate, tout n'est pas encore transformé aujourd'hui. Des graduates sont ouverts à des gens qui n'avaient pas fait de summer ou des summers ne sont pas encore convertis. Donc, on pense arriver en gros à une trentaine de graduates sur la promo sortante. Donc, c'est des bons chiffres hein, qui montrent d'une part que nos élèves sont formés pour les applications et arrivent à leurs résultats et qu'on a une vraie reconnaissance du marché de l'emploi. Le chiffre important également, c'est on fait tout ça et c'est, on le sait, un investissement important. Il faut un return sur investissement. On est en finance. Hein. Et donc, on voit que nos élèves s'insèrent plutôt vite, puisque quasiment 100% à 3 mois après la graduation sont en CDI ou équivalent. On a des salaires et on voit que à 3 ans, nos élèves gagnent en médiane, hein, j'insiste beaucoup en médiane, donc 50 au-dessus et 50 en dessous, 107 000 euros, ce qui est une somme, on va dire, convenable dans l'industrie financière. Donc, on a, par le marché, par l'insertion, le résultat de nos efforts. Alors, pour rentrer chez nous, on en reparlera. Il y a un concours en 2 phases. D'abord de l'admissibilité, ensuite de l'admission. Donc, on pourra l'évoquer, mais c'est clairement décrit sur Internet. Le dossier, les scores à nous remettre. Un jury examine tout ça avec beaucoup de détails et beaucoup d'attention. Nous avons maintenu un oral par rapport à d'autres institutions. Nous, on maintient l'oral parce qu'on veut voir des candidats. Je veux les voir et je fais passer tous les oraux à mes candidats. Et ça fait beaucoup parce que je pense qu'on se choisit mutuellement. C'est important qu'on puisse tester même rapidement si le contact, si le fit est là, si ça va le faire. Donc, on a bien une admissibilité et une admission avec un oral de 20 minutes, tonique et dense, pour qu'il y ait un échange rapide sur la candidature et le projet. Alors, on a des chiffres, moi je suis transparent, je les donne. Hein. Voilà le nombre de candidats, en gros, à peu près 600 candidats. On rend admissible, donc ils vont à l'oral à peu près 200 candidats. Donc, je fais 200 entretiens chaque année. On admet un peu moins de 100 étudiants et cette année, on a eu un taux de confirmation très important. Les élèves sont satisfaits et donnent une bonne image, de 93 entrant dans le master, ce qui veut dire qu'on a un taux d'entrant de peu près 15-16% du nombre de candidats. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on a une tendance haussière, la note qu'on attribue au dossier, donc on note tous les dossiers, on voit que ceux qui entrent ont une note qui est croissante chaque année, ce qui prouve que le profil des candidats s'améliore sensiblement avec le temps.
On n'a pas de dégradation, mais encore une fois, j'insiste, on maintient nous une sélection très importante, impitoyable. On est peut-être 19% à 16% dans le temps, ce qui montre qu'on est très sélectif. Alors, une promo comprend généralement un peu moins de la moitié de noms français. On a hélas pas assez de filles. On encourage les filles à candidater parce que c'est bien d'avoir des filles et qu'elles trouvent du boulot en finance sans problème. Nos élèves sont relativement jeunes. Ils sont pour la majorité en sortie de M2, bien qu'ayant fait des choses parfois à côté au passage. Et après 8 sur 10, 9 sur 10 ont déjà une vraie expérience en finance. Donc, on voit qu'il y a des néophytes, il y a quand même 15% qui n'ont jamais fait, mais l'immense majorité ont fait de la finance. D'ailleurs, ça traduit l'exigence de recrutement et les tendances actuelles. On a à peu près un quart des gens qui vont en finance de marché que nous limitons volontairement à 20-25 élèves pour raison de marché de l'emploi. Et le solde, la majorité vont en corporate finance. Et on voit que l'insertion est très bonne puisque, en gros, 87% du taux de placement qui est à peu près légèrement dispersé, mais équivalent dans les deux dans les SP. Donc, on a un placement qui est fort. En IB, c'est pas surprenant. En marché, c'est un très bon score. Sur un marché de l'emploi qui est tendu, avoir ce type d'insertion, c'est plutôt favorable. Alors, quelques dates rapidement. La promotion qu'on va recruter rentrera chez nous le lundi 30 août de l'année prochaine. Sera donc à l'école c'est fou de faire ça autant en avance, jusqu'en avril 2022 et ensuite partira en stage. Mais l'idée à retenir, c'est que la rentrée, c'est le 30 août 21. On part pour 15 semaines, Paris-Londres, avec le schéma habituel, ce qui nous projette à une fin d'études en 2022. Ça paraît loin, mais ça va venir extrêmement vite. Alors, ce qu'on conseille vraiment dès le début à nos candidats, c'est d'être conscient du niveau d'anglais qu'on attend. Il faudra durant l'été être capable de faire le pré-intake programme, donc la préparation. Il ne faut pas être addict aux maths, mais il ne faut pas d'allergie aux mathématiques. Même des juristes y arrivent bien si on travaille, mais il faut le sens de l'outil quantitatif parce qu'en finance, ça va compter. Et puis, il y aura un point que tout le monde connaît. Un master finance comme le nôtre, c'est beaucoup de travail. Il faut en parallèle faire ses études et chercher un stage, un emploi, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de charges sur les élèves, au sens, ils ont beaucoup de choses à faire. Et puis, comme on va à Londres, il y a une question importante qui est le logement à Londres. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous présenter rapidement. On va répondre aux questions. Bien sûr, pour nous, l'interrogation, elle est claire face à nos candidats. On demande souvent qu'est-ce que c'est qu'un bon candidat. C'est un candidat qui est fait pour la finance et le monde de la finance doit être fait pour lui, pour elle. C'est en gros l'équation qu'on va tester dans le recrutement. Est-ce que le projet est sérieux et est-ce que le candidat pourra s'insérer par la suite? Alors, bien sûr, on va une dernière fois se faire plaisir avec ce slide qui est encore une fois pour nous une taquinerie, mais aussi, j'insiste à nouveau, le signal de la reconnaissance par le marché de l'emploi de ce que nous faisons à ESCP Business School. Voilà ma présentation. J'ai dit l'essentiel rapidement. Bien sûr, maintenant, je vais rendre la parole à Mathilde qui va donc reprendre le micro et nous poser des questions. Et Keren et Lucas vont bien sûr m'aider et plus que m'aider, vont prendre le relais pour répondre aux questions que vous allez nous poser. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, professeur Philippe Thomas, pour cette présentation très complète du master spécialisé finance. Je reprends la main. Hop. Et voilà. Alors, c'était tout. Voilà. Donc, nous voyons tous, tous les quatre intervenants. Vous êtes très nombreux ce soir à nous regarder, nous vous en remercions, ceux qui en écoutent beaucoup de questions. Donc, je vous remercie aussi pour toutes les questions que je vois bien sur le chat. Donc, comme je vous le disais, nous allons couvrir 3 thématiques. La première étant celle des admissions, pour ensuite continuer sur celle de l'année du MS, du programme, et pour finir par la thématique des débouchés. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par la thématique des admissions, des questions qui reviennent très souvent parmi nos prospects et futurs candidats. Tout d'abord, donc par rapport peut-être aux critères qui ont déjà été évoqués dans la présentation, mais les critères d'admission. Tout d'abord, par exemple, dans le dossier, il faut soumettre en ligne, et je précise pour la session de janvier, un dossier à soumettre en ligne avant le 6 janvier 2021. Donc, tout d'abord, plusieurs documents requis dans ce dossier, dont les scores. Et grande question, y a-t-il des scores minimum pour les tests de logique ou les tests d'anglais? Alors, je réponds brièvement. De deux types, bien sûr, un score de langue ou équivalent et un score de management de compétences générales. Alors, il n'y a pas chez nous de score minimum.
Ce que nous faisons, c'est qu'on réétalonne. En fait, on prend tous les scores qui sont déposés et on fait une règle de 3 pour noter. C'est un concours relatif. Donc, bien sûr, il n'y a pas de minimum, mais on aura compris que pour rentrer chez nous, plutôt des bons scores par définition. Il n'y a pas d'élimination sur un score qui serait faible. Par construction, c'est un concours, on prend les meilleurs. Alors, très bien, merci beaucoup. Je rajouterais aussi que la difficulté du test est prise en compte. D'accord, Les très difficultés. bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que les tests qui sont requis, donc à savoir TAJMAT, GMAT ou GRE pour la logique et IELTS, TOEFL ou TOEIC pour l'anglais, sont disponibles en ligne en ce moment dû à la crise sanitaire que nous connaissons tous. Donc voilà, c'est une possibilité qui est mise en place. Également, nous en avons parlé dans la présentation, mais est-il nécessaire, recommandable, préférable d'avoir une expérience en finance antérieure? Alors, c'est pas obligatoire, c'est bien sûr plutôt recommandé sur le profil. C'est clair qu'un élève qui a fait une école de commerce, on attend de lui qu'il ait bien sûr fait de la finance. Mais si on prend un ingénieur qui en a jamais fait, ça peut se produire. On voit qu'on a 15% de gens qui sont néophytes. Alors, ça tient d'une part au fait que il faut, pour les recruteurs, montrer qu'on a quand même un attrait pour la discipline, qu'on a quand même un petit background. Et les recrutements maintenant demandent de plus en plus ces stages préalables. Et ensuite, pour suivre au début, si on est néophyte, c'est plus compliqué. On y arrive parfaitement. Donc, c'est pas obligatoire, mais mécaniquement, une majorité ont cette formation initiale et une vraie expérience en finance. Très bien, merci. Également, donc on l'a précisé, environ 15%, enfin on met une limite à 15% de personnes qui ont un niveau bac+4. Donc voilà, peut-on candidater avec un bachelor? Quel type de bachelor également sont souvent pris au sein du programme? Alors, les bachelors, c'est des bachelors en 4 ans, parce qu'on recrute donc sur bac+4 par dérogation par la conférence des grandes écoles. Faut pas se leurrer, hein. C'est que quand on va noter les dossiers, on note les écoles d'origine et bien sûr, on retombe sur des classements assez classiques de bachelor. Et si on a un bachelor de Saint-Gallen ou d'une très bonne école, on entre chez nous. Alors, c'est pas qu'une entrée directe, hein, par définition, mais on peut entrer chez nous. Donc, des bachelors, oui, mais il faut être clair, on va reprendre des classements de diplômes et on retrouvera chez nous des gens qui ont plutôt un bachelor d'excellence qui est très bien classé. Très bien. On continue sur les documents requis, dont les lettres de recommandation. Je précise qu'il est préférable d'en avoir une académique et une professionnelle. Quel poids ont les lettres de recommandation dans le dossier? Alors, quand on examine le dossier, eh bien, on regarde si on a oui, non, qui les a envoyés. Et donc, ça a un poids au sens, c'est pas tant ce qui est coché, mais c'est les commentaires écrits. Si c'est un ancien du master qui fait la recommandation à un prof d'université, on va être très sensible. Si on a un retour positif également d'un maître de stage également. Donc, c'est dans l'instruction que ça va compter. C'est un élément parmi d'autres pour apprécier d'une part le trajectoire, la cohérence du projet, évidemment le retour sur quelqu'un qui a été en finance dans des études ou en stage ou dans d'autres domaines, c'est avoir un petit feedback sur cette personne. C'est surtout ça pour nous. Donc, dans le dossier, on les lit toutes. C'est extrêmement pénible. Et Keren et moi, y passons des heures et des heures et des heures pour les intégrer dans l'analyse des personnalités, finalement. Donc, ça compte dans l'analyse du dossier, bien sûr. C'est important d'avoir cette recommandation. Très bien. Également, nous verrons après Lucas pour nous parler peut-être de votre expérience d'entretien. On va terminer sur les documents requis. On sait qu'un des critères importants pour rejoindre un master spécialisé étant une formation professionnalisante, c'est votre projet professionnel. Donc, est-il nécessaire d'avoir un projet professionnel affiné, précis, avant d'entrer dans l'EMS, au moment de poser candidature, ou ce projet professionnel peut-il évoluer au cours de l'année de MS? Peut-il s'affiner? Alors, il vaut mieux avoir un projet pour venir chez nous. Ça, je pense que de manière générale, c'est plus prudent. Et en finance, et là, on va distinguer deux cas. Il y a des gens qui ont déjà fait des études de finance et des stages. Ils ont forcément un projet précis et on attend d'eux un projet précis. Ils peuvent nous dire aussi, moi, je veux faire ça, mais je regarde d'autres cours, éventuellement un peu de flexibilité. Bien sûr, les gens qui n'ont pas fait de finance avant, ils sont minoritaires. Eux ont une idée assez vague et eux vont vraiment définir le projet durant les premières semaines. Donc, on distinguera les profils à nouveau. Ceux qui viennent d'un univers financier, il faut un projet relativement précis parce qu'ils doivent connaître ce qu'ils veulent faire. Enfin, j'insiste, c'est un gros investissement. On ne peut pas le faire avec un risque, sachant pas ce qui va se passer. Et ceux qui ont une formation plus générale et néophyte, on admet que ça puisse se préciser. Et d'ailleurs, on a durant l'année des élèves qui, au fur et à mesure des cours, peuvent ajouter ou changer de projet.
C'est rarement un changement radical, mais ça veut dire, OK, je veux travailler en equity et c'est plutôt tel métier qui m'intéressera. Mais il faut une relative précision, qu'on a d'ailleurs. Hein. Quand on voit nos candidats, même ceux qui sont néophytes, ont vraiment un métier qu'ils visent. Bon. Et on jugera durant l'entretien, est-ce que le projet est cohérent, est-ce qu'il est mature et est-ce qu'on pense que avec le master, ils arriveront à ce métier, à ces projets. Très bien sûr, on parlait des profils, je vais rebondir sur cet aspect. Est-ce qu'on pourrait avoir une image, un panorama des profils, en tout cas des cursus universitaires antérieurs? On en a un petit peu parlé pendant la présentation, mais est-ce qu'on pourrait peut-être avoir quelques exemples de l'ensemble des diplômes antérieurs obtenus? Alors, je réponds, puis après, je laisse la parole à mes camarades de jeu qui vont répondre. Si on prend une promo standard, les 2 tiers, c'est une formation économique-finance, et puis un tiers, on va dire, plutôt scientifique et associé, ça serait parti comme ça, à peu près. Si on regarde nos élèves en termes de diplôme, à peu près 60% ont un diplôme d'école d'ingénieur ou de commerce. Le reste vient d'universités françaises ou étrangères. C'est à peu près matriciel et on a tous les ans la même répartition. Hein. Mais on va dire 2 tiers d'économistes au sens large gestionnaires et un tiers de scientifiques, parfois ingénieurs qui vont parfois en corporate aussi, hein, mais c'est à peu près ça la répartition d'entrée. D'accord. Et dernière, merci beaucoup. Dernière question sur le dossier. Donc, on va parler du niveau d'anglais qui est requis, sachant qu'il y a 3 mois qui sont passés à Londres. Donc, on imagine bien que le niveau d'anglais doit être bon. Peut-on avoir des précisions sur le niveau d'anglais attendu? Alors nous, ce qu'on leur demande, c'est d'être capable de passer un entretien de recrutement en anglais. C'est en gros l'idée qu'ils puissent se vendre. Après, ils feront l'effort. Alors, les gens qui ont fait une école de commerce, qui ont fait des séjours à l'étranger, sont bons en anglais en général. On a parfois un sujet sur l'école d'ingénieur hein, ou l'université où les élèves sont moyens. Ça peut être un handicap parfois parce qu'un élève qui a un bon profil, on en a chaque année, qui fait référence parfois, qui sont avec un niveau d'anglais déplorable, c'est pas possible et c'est très dommage. Hein. On leur dira attention, c'est pas cohérent. Nous, on est une école internationale. Vous allez prétendre travailler à Londres, on peut pas avoir l'anglais de Bourville. Hein. Donc l'idée, c'est qu'il faut quand même un niveau d'anglais qui est assez élevé, sans être capable de lire du Shakespeare dans le texte. Hein. C'est se débrouiller en entretien et suivre un cours en anglais. Donc il y a un niveau d'entrée qu'on teste par le score et durant l'entretien également. Très bien. Ensuite, on va passer peut-être au témoignage de Lucas, un témoignage pour nous décrire son entretien, qui est la suite logique de l'analyse du dossier pour voilà, les candidats admissibles qui passent un entretien de motivation. On vous écoute, Lucas. C'est ça. Exactement. Bah, déjà, rebonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup laissé parler Monsieur Thomas. Et puis pour parler un petit peu de cet entretien, il est assez, je pense, différent de peut-être tous les autres que. Enfin, j'ai pas fait énormément d'entretiens, mais je sais que j'ai passé celui de l'ESSEC également, et il est vraiment différent. Et même en me renseignant un peu, j'ai vraiment eu ce sentiment-là que c'était quelque chose à part, dans le sens où je pense que ce qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'il est vraiment il est vraiment plus à l'aise, plus confortable que certains autres qui sont vraiment là pour vous tester et peut-être un peu moins bienveillants. Donc, je pense que vraiment la bienveillance instaurée par Monsieur Thomas et par la personne qui l'accompagne, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et après, je pense qu'il y a vraiment 2, 3 éléments qu'il faut privilégier et qu'il faut vraiment attacher de l'importance quand on prépare ça. La première, on l'a dit un petit peu, c'est le projet professionnel. Alors, c'est assez évident, mais avoir quelque chose de bien clair dans sa tête parce que bah, voilà, l'école est là pour un petit peu en sorte de tremplin vers le monde professionnel, mais il faut déjà avoir l'idée bah, du parcours professionnel qu'on veut avoir. Le second, c'est vraiment à la fois pour cet entretien-là, mais je pense plus globalement à travers les entretiens qui va y avoir après, que ce soit à Londres ou à Paris pour de potentielles offres d'emploi, c'est vraiment essayer de faire passer un bon feeling avec les personnes parce que c'est un métier où c'est pas forcément le métier le plus compliqué à faire plus tard, mais c'est un métier où on va passer pas mal d'heures et on doit vraiment avoir un bon feeling, un bon fit avec les personnes avec qui on va devoir, avec les personnes qu'on va devoir côtoyer au quotidien. Et je pense que de la même manière qu'on va être amené à faire ça durant les entretiens avec les offres d'emploi, bah, c'est un petit peu la même chose qu'on est amené à faire avec Monsieur Thomas. Et puis la dernière des choses, c'est préparer un petit peu, évidemment, tout ce qui est un petit peu technique. Alors,
Moi, le premier, j'étais pas forcément le plus technique en arrivant à l'ESCP. J'espère que depuis, j'ai un petit peu comblé le retard, entre guillemets, mais j'étais pas le plus technique. Donc, c'est pas quelque chose à avoir vraiment en amont, mais en tout cas, montrer qu'on est là et qu'on réfléchit vraiment à ce qu'on va nous poser. L'exemple peut-être le plus intéressant, c'est les petits brain teasers qu'il peut y avoir. Alors, c'est des choses qu'on peut apprendre un petit peu par cœur, mais c'est aussi des choses qui montrent un petit peu comment on va réfléchir. Et je pense que ces trois facteurs-là, le projet professionnel, le fait de passer un bon feeling et le fait d'être un petit peu smart et de réfléchir sur ce qu'on nous donne, c'est un petit peu les facteurs qui vont être étudiés lors de l'entretien. Très bien, parfait, excellent. Merci Lucas pour votre témoignage. Simplement, on va terminer sur cette thématique admission. On a couvert, voilà, on a bien enseigné nos internautes. Alors, nous avons trois sessions d'admission, donc à savoir une en janvier, une en avril et une en juin. Et la question, je pense que beaucoup d'internautes se posent, c'est a-t-on les mêmes chances si on postule voilà, à une des trois sessions voilà. L'équité nous conduit bien sûr à garantir des chances égales dans les trois concours. Donc comment on fait? On a un modèle, c'est prouvé, d'estimation de candidature et de confirmation. Et je prends un exemple cette année, on voulait revenir à 85 élèves, c'était le bon sizing, et Keren m'est témoin que ça a été difficile à tenir. On avait des bons candidats et beaucoup de bons candidats en juin-juillet. On a donc accepté de monter un peu l'effectif. Donc clairement, les chances seront les mêmes. On applique les mêmes questions, le même entretien. On a une estimation précise de nos candidatures et c'est pas déterministe. Alors j'ai envie de dire, bien sûr, pour les élèves, plus tôt ils se présentent, plus tôt ils seront tranquilles. C'est quand même l'argument. Parce que se présenter au mois de juillet, parfois c'est compliqué. On est encore en stage, la rentrée à préparer. Ça peut être à l'arrache, mais encore une fois, ça arrive assez souvent. On a un gros concours de juillet. On recommande toujours, pour que les choses se fassent sereinement, d'appliquer le plus tôt possible. Mais je redis avec beaucoup d'insistance que les chances sont rigoureusement les mêmes dans les différents. Très bien, merci. Donc, nous allons clore maintenant ce chapitre des admissions. Merci à tous pour vos réponses complètes. Nous allons maintenant passer à l'année du MS, ce programme. Donc, très bien, oui, super. Ça sera Lucas, c'est clair. Super, parfait. Donc, ça peut-être première question, peut-être, voilà, vous pourrez vous répartir la réponse. Donc, en effet, l'année de MS, après, il y a un tronc commun, tout d'abord, pour tous les élèves, tous les étudiants du MS, qui ensuite choisissent une spécialisation, donc à la rentrée, après la rentrée des vacances de Toussaint, donc à savoir soit marché ou corporate finance. Et une question, voilà, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre la population dans les deux spécialisations. Pourquoi limiter l'aspect marché à 25 élèves maximum, alors que les autres écoles ont beaucoup plus d'élèves? Alors, je vais répondre, j'insiste, c'est l'année dernière à laquelle je réponds. C'est trois facteurs. D'abord, c'est le marché de l'emploi. Nous, on vise une insertion professionnelle et objectivement, une vingtaine d'élèves, on se sent d'en trouver du travail. Au-delà, ça va être compliqué objectivement et ça l'est parfois ailleurs. Deuxièmement, par rapport au corporate finance, on est plus sur du commerce, des choses vivantes. La finance de marché, ça s'apprend avec beaucoup de techniques. Et donc, nous, on pense qu'il faut un accès aux professeurs et donc limiter la classe pour qu'il y ait un échange plus technique. C'est des modèles de maths, c'est plus lourd à apprendre. Donc, il y a un apprentissage qui requiert plus de proximité. Et enfin, troisième chose, comme c'est quand même beaucoup de formalisation, on veut dupliquer l'esprit d'une classe de prépa, d'où cette volonté de maintenir un effectif limité. En IB, le groupe n'est pas très important, parce qu'ils sont 60, 65, mais sur les disciplines où on est, c'est plus vivant, c'est plus simple à gérer. Donc on voit bien ça à l'école dans tous les programmes. La finance de marché, c'est un peu plus sophistiqué, et donc on est plus prudent sur les effectifs associés. Encore une fois, l'argument numéro 1, je répète, c'est l'insertion professionnelle par définition. Très bien. Question suivante, est-ce que des cours sont-ils groupés, des cours du MS Finance sont-ils groupés avec d'autres programmes, par exemple ceux du programme Grande École, Master in Management? Peut-être Keren, oui. Non, non, en fait, c'est vraiment des cours, comme le disait tout à l'heure Philippe Thomas, c'est des cours dédiés au MS. Et donc, c'est des cours qui ne regroupent que des personnes du master spécialisé finance et qui ne sont pas avec les autres programmes. Très bien, c'est clair. Ensuite, peut-être, là, on va juste faire un récap par rapport à l'actualité.
Par rapport au Covid, Lucas, peut-être que ça ne vous a pas tout à fait touché, mais en ce moment, comment se passent les cours? L'école, c'est vrai, l'école doit être formée par instruction gouvernementale. Comment avez-vous pu prendre le relais pour donner cours aux élèves, aux étudiants actuels? Alors en fait, au départ, avant que l'on nous ordonne la fermeture de l'école, les cours étaient en présentiel et ils sont restés en présentiel jusqu'à fin octobre, c'est-à-dire jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ils étaient sur une base de présentiel et en même temps filmés et avec la possibilité pour les étudiants qui devaient rester chez eux pour cause Covid ou autre, de pouvoir voir le cours en live. Et ensuite, il y avait des enregistrements. Enfin, il y avait également les cours étaient également enregistrés pour permettre aux étudiants qui ne pouvaient pas être là au moment du cours pour pouvoir le visionner après. Et ensuite, à partir de début novembre, les cours ont commencé en spécialisation et ils ont commencé en online, de la même manière qu'on les filmait lorsqu'il y avait des étudiants en présentiel. Là, ils étaient également filmés et enregistrés et la possibilité de les revoir après. Très bien, donc tout est planifié. Les étudiants peuvent bénéficier de leur expérience ESCP, de leur expérience MS Oui. Finance, malgré cette crise. Et oui, alors la plateforme est vraiment très bien faite et dédiée pour ces cours en ligne. Ça se passe très très bien et nous organisons aussi des réunions chaque semaine avec nos étudiants pour pouvoir pour avoir toujours pour garder le contact, pour discuter avec eux, pour répondre à leurs questions. C'est normal, c'est une situation un peu délicate, donc il y a plein de questions qui se posent et voilà. Donc on organise une réunion toutes les semaines également et nous sommes disponibles bien sûr par téléphone et par mail. D'accord, pour faire le point. Et c'est vrai, la Oui. question qui en découle, parce que nous sommes en décembre, donc en janvier, les étudiants partent à Londres. Est-ce que cette année, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent partir à Londres? Alors, ils vont partir à Londres, on les a consultés, on a un processus démocratique, on a échangé au mois de septembre-octobre avec eux, on a soumis au vote et à une large majorité, ils ont fait un choix de rester à Paris un peu plus au début du mois de janvier pour pouvoir gérer des cours qui sont faits par des profs qui viennent de partout sur Terre, ou presque, en Europe bien sûr, mais qui ne peuvent pas aller au UK à cause de la quarantaine. Donc, on a fait des cours qui devaient avoir lieu à Londres par des profs non résidents UK à Paris, et ils partiront à Londres au mois de février pour avoir leurs cours en UK sur le campus. Bien sûr, c'est cette année. L'année suivante, ça ira beaucoup mieux et pour cause, on va en sortir, la vaccination arrive et on pense on va reprendre l'année prochaine un fonctionnement normal. La promo actuelle aura un petit peu souffert, un peu frustré d'être allé un peu moins à Londres, mais c'est un choix qu'on a fait, qu'on a établi, qu'on a arrêté en commun. Et les cours dureront un peu plus tard à Londres ils n'auront en fait qu'un mois en moins sur Londres prévu. Donc, ils bénéficient quand même de leur expérience MS Finance à Londres. Alors, prochaine question sera plutôt pour Lucas. C'est vrai que, voilà, on le sait, c'est un master spécialisé dans les tops de son domaine. Donc, on est, je rappelle, classé numéro 2 au niveau mondial par le Financial Times. Donc, on s'imagine un master spécialisé exigeant. C'est un master spécialisé qui a la réputation d'être difficile, avec un rythme soutenu. Lucas, est-ce que vous pouvez témoigner de votre expérience de par la difficulté, par exemple, des cours ou du rythme du programme? Bien sûr, oui. Donc, pour parler du programme en lui-même, il est exigeant, c'est vrai. Monsieur Thomas l'a dit, Keren, je crois, l'a rappelé également. Et c'est exigeant. L'esprit prépa, c'est un petit peu c'est un petit peu ce que j'ai ressenti également. On a des cours qui sont assez importants, une charge de cours qui sont assez importants. Alors, peut-être un petit peu plus à Paris encore qu'à Londres, où c'est peut-être un petit peu plus light parce qu'on travaille sur des soft skills plus que sur des choses vraiment techniques, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que cet esprit de prépa avec beaucoup de travail durant la première partie à Paris, je pense que les cours de Monsieur Thomas, c'est vraiment dense, c'est 4 heures, mais c'est 4 heures où chaque information est importante. Et je sais par expérience que lâcher 30 secondes, c'est vraiment compliqué de récupérer par la suite. Et au-delà de ça, il y a quand même pas mal de travail personnel à fournir pour justement un petit peu digérer tous ces cours qui sont assez complets. Et ce qui est aussi un petit peu ce qui peut être aussi assimilé à une charge de travail un peu
plus conséquente, c'est le fait qu'en parallèle de ça, alors encore une fois, peut-être encore plus pendant la première partie à Paris, mais on va être en train de postuler, notamment pour les summers. Et donc, il faut réussir à vraiment trouver le bon rythme entre réviser, enfin, entre aller au cours, les réviser après par la suite et ne pas oublier de postuler parce que c'est un petit peu aussi l'aboutissement de tout ça. Et tout se passe un petit peu en même temps. Donc, vraiment trouver ce rythme-là, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Très bien. Merci beaucoup, Lucas, pour votre témoignage. Ensuite, donc là, on parlait, c'est vrai, du rythme voilà, à Paris, où on est beaucoup plus sur la théorie, vraiment absorber tous ces concepts financiers avec un rythme de travail soutenu. Sur Londres, on est plus sur une approche par métier, ce qu'on a compris de la présentation. Comment, Lucas, vous avez ressenti cette approche par métier, cette approche pratique? Est-ce qu'elle était suffisante selon vous? Pouvez-vous nous citer peut-être quelques exemples de cours ou d'ateliers qui vous ont intéressé? Oui, alors c'est vraiment une approche par métier où je pense qu'il y a des personnes qui sont dans l'industrie en ce moment et pas forcément des professeurs qui vont venir faire les cours. Et quelle que soit notre spécialisation, que ce soit equity, que ce soit de la dette, que ce soit du M&A, que ce soit de la leverage finance, il va y avoir vraiment des cours avec des personnes qui travaillent actuellement dans l'industrie. Et donc, je pense que c'est vraiment bien pour justement voir ce que font les personnes à un niveau un petit peu plus senior, voir si c'est vraiment ce qui nous correspond. Et justement, au final, en apprendre vraiment beaucoup plus au niveau pratique par rapport au métier qu'on veut. Et donc, voilà, c'est vraiment ce point-là qui est différent par rapport à la théorie, comme ce qu'on disait un petit peu plus à Paris. Et en termes de choses qui m'ont un petit peu marqué, ou alors, comme vous disiez, en termes d'atelier, je pense à un qui a vraiment été très intéressant et qui en plus s'est passé un petit peu pendant la période de confinement où on est rentré de Londres et qu'on a malheureusement dû écourter un petit peu de quelques semaines, je crois, le séjour à Londres. On a eu des ateliers un petit peu typés M&A, ou en tout cas où on devait reproduire que ce soit des documents un petit peu marketing, que ce soit des PDF, ou un petit peu travailler sur le modèle tel qu'on nous l'aurait demandé, tel qu'on me l'a demandé justement par la suite lors de mes stages. Et voilà, on avait un petit peu une session, un début de session avec des explications. Et après, on nous laissait 1 heure, 1 heure et demie un peu en autonomie chez nous pour faire ce travail-là. Et ensuite, le rendre et le corriger un petit peu avec la classe. Et je trouve que cet aspect pratique-là, c'est exactement ce que j'ai retrouvé par la suite dans mes stages, où quand j'étais en télétravail, on avait une réunion où on me demandait de faire tel ou tel travail ou telle tâche pour dans 2-3 heures, et qu'après, j'étais chez moi à essayer de faire ça. Et donc, voilà, j'ai vraiment retrouvé cet aspect pratique-là et quasiment mot pour mot ce que j'ai dû faire par la suite en stage. Très bien, excellent. Et simplement pour confirmer quelque chose pour tous nos internautes, vous avez cité en effet plusieurs professionnels qui interviennent sur différents voilà, domaines de la finance, de la corporate finance. Donc, ce MS peut-il préparer à tous les métiers, en tout cas par spécialisation? Vous avez pu voir chaque spécialisation de la corporate finance avec les professionnels? Alors, je vais peut-être que Monsieur Thomas ou Madame Isaac pourra un petit peu apporter un complément par la suite, mais je pense que pour ma part en tout cas, et puis pour la promo dans laquelle j'étais, on a vraiment eu des gens qui voulaient faire un petit peu tous les métiers. Alors aussi bien au sein de Corporate Finance, on avait des gens qui travaillent maintenant justement en ECM, donc en equity, en DCM pour la dette. Il y en a qui travaillent, alors comme moi, en M&A. Et leverage finance, je pense qu'il doit y en avoir. Alors de mémoire, j'ai pas d'exemple en tête, mais après, je sais que j'ai aussi des amis à moi qui sont partis côté finance de marché et qui réussissent aussi bien. Et puis il y a même aussi certains qui sont un petit peu, alors je sais pas si c'est entre les deux, mais en tout cas qui travaillent en asset management et donc du coup qui ont pu bénéficier un petit peu à la fois des cours de marché et des cours de corporate. Donc c'est vraiment un spectre qui est assez large. Professeur Philippe Thomas, non, c'est bon, tout est dit? J'ajouterais simplement que pour la partie marché, on avait la même équation. Hein. On trouve à peu près tous les métiers. Alors, bien sûr, on a quelques métiers leaders. En IB, on est plutôt bon en fusion-acquisition. C'est ce que la maison sait vraiment bien faire. On est bon en ECM, également quelques métiers de dette. On peut pas tout faire dans une école comme la nôtre, mais on vise quelques métiers, 5-6, qu'on fait plutôt bien en IB, avec un spectre assez large autour de ces thématiques. Même sur le marché, on aura vraiment des gens qui vont être sales, traders, structureurs. Donc, on retrouve quelques grands métiers assez récurrents. Et nous, on veut absolument que le programme prépare à ces métiers. Encore une fois, on peut balayer tous les thèmes. Donc, on a fait un choix. Si on a en amont la théorie pour tout faire, on a ces métiers principaux. Mais il y a une grande diversité de métiers.
ce qui permet une insertion. Et surtout, hein, Lucas l'a dit, c'est important parce que les gens vont faire différentes choses, parfois changer un peu, et pourront rebondir par la suite, changer de métier dans leur carrière. Beaucoup, par exemple, font des M&A, partent en private equity 3-4 ans après. Donc, on a vraiment à la fois le côté insertion à court terme et puis un move éventuel à un terme assez proche de 3 ans pour changer de métier. On prépare vraiment à ça. Très bien, excellent. Donc, je pense que nous avons toutes les précisions sur les cours proposés lors de cette année du MS, tant théorique que pratique. Donc, nous allons clore cette thématique peut-être avec une question. Donc, on a souligné le caractère bienveillant, en tout cas lors de l'entretien des candidats. Ensuite, voilà, pendant l'année, comment cela se passe-t-il? Peut-être Lucas pourra nous répondre. C'est vrai qu'on a l'image des écoles parisiennes, peut-être avec des ambiances qui peuvent être un peu rudes. Lucas, comment a été on entend souvent que le SEP est peut-être plus bienveillant, plus cool. Lucas, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti cette année? Alors, plus ou moins, je saurais pas vraiment dire. Maintenant, cool ou bienveillant, assurément, oui. Je pense qu'il y a vraiment 2 phases à distinguer où, il y a la première à Paris où, on est forcément, chacun chez soi, et on va à l'école un petit peu, enfin, de manière assez classique, je dirais. Et donc à ce niveau-là, il y a quand même un esprit de promo, que ce soit, quand on est les 80 ou 85 et puis après quand on part dans notre spécialité où ça reste quand même, des choses, on connaît tout le monde, 60 personnes ou 25 personnes pour les marchés. On voit vraiment, on peut parler avec tout le monde, on peut échanger avec tout le monde, donc c'est quand même assez restreint entre guillemets. Donc du coup, on a cet aspect un petit peu plus personnel avec les gens. Et ce qui, pour moi, fait vraiment la force du master et en tout cas que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait de partir à Londres et de passer d'un esprit où on est chacun chez soi et on va simplement à l'école à un esprit où on est vraiment tous les uns avec les autres quotidiennement. Moi, je sais que j'ai fait une colocation à Londres où on était 6 de mémoire dans la colocation, donc on était vraiment pas mal. On allait tous en cours ensemble, on revenait ensemble. Après, on était en relation avec les autres étudiants qui n'étaient pas forcément dans notre coloc, mais qui habitaient à 5 minutes. Je sais que, par exemple, aussi, on a monté une équipe de football un petit peu, qui n'est pas mon sport de prédilection, mais on a monté une équipe de football à Londres où on était 7 et que tous les jeudis soirs, on allait faire un foot avant de partager des moments ensemble. En tout cas, c'était vraiment cet esprit-là que j'ai vraiment apprécié et qu'on retrouvera d'ailleurs peut-être un petit peu par la suite parce que c'est vrai que pour conclure un petit peu peut-être sur cet esprit de l'ESCP, en tout cas l'entente avec mes camarades, moi j'ai fait mon stage à Londres et je suis amené à y retourner l'été prochain. C'est le cas aussi de la majorité de mes camarades aussi. Et donc voilà, on va être amené à peut-être refaire une colocation ensemble, etc. Donc c'est pour montrer que les relations qu'on a tissées, les liens d'amitié, c'est au-delà un petit peu du cadre de l'école simplement. Très bien. Excellent. Merci pour votre témoignage, Lucas. Donc, je vois que le temps tourne. Donc, nous allons aborder notre dernière thématique de cette soirée, qui est bien sûr les débouchés. Donc, vous mettez en avant un accompagnement dans ce MS, un accompagnement des étudiants. Vous avez parlé d'une semaine au début de l'année dédiée aux Jobs in Finance. Peut-on rappeler, pour les personnes peut-être qui nous ont rejoints après la présentation, peut-on rappeler la mise en place de cet accompagnement, comment cela se traduit-il Alors, il y a 2 choses. Bien sûr, il y a 2 choses. C'est d'abord insister à nouveau sur le fait qu'on met une certaine pression assez tôt, même avant l'école, sur se mettre dans la condition, dans le process de faire ces applications. Donc, on a le pre-intake programme qu'on a beaucoup renforcé et ça dure assez longtemps. Durant tout le mois d'août, il y a un séquencement maintenant qui est plus formel qu'on a mis en œuvre. Les élèves arrivent à la rentrée. Alors, ils se connaissent pas ou très très peu. Donc, on a une semaine d'immersion où il y a beaucoup d'anciens qui viennent. D'ailleurs, Lucas est venu voir les suivants cette année. Hein. Donc, moi, je tiens beaucoup à cette continuité entre les générations. L'idée, c'est de présenter aux élèves les métiers, les process pour y arriver et rapidement des tips. Il y a 2 idées pour moi, c'est prendre conscience, et parfois c'est un choc, hein, des métiers, mais aussi de la rudesse des recrutements en finance. Et les élèves le savent en général, mais là, on en remet quand même une mouche assez appuyée. Et puis ensuite, on aura une série d'opérations pour former aux applications, des entraînements. Donc, il y a vraiment un accompagnement en termes d'opérations. Et puis ensuite, les élèves, selon leur candidature, et là, j'ai mon téléphone et je vois plein de messages qui tombent au fur et à mesure, ils nous informent de leur process, ils ont besoin d'appui, d'aide, de réconfort, de choix opérés. Donc, on est proche d'eux. Donc, nous, l'école, mais également les anciens. On mobilise beaucoup le réseau des anciens.
il y a des élèves qui ont appliqué à des banques, qui ont appelé Lucas pour savoir comment il fallait faire. Enfin, il pourra en parler, hein. Donc, il y a un vrai retour. Donc, on a un métier qui est à la fois une fonction de faire ce qu'il faut en séquence pour préparer, mais aussi un gros go-between, si j'ose dire. Go-between entre les élèves actuels, les très jeunes anciens qui viennent de vivre ces process et qui ont vraiment des tips, et puis les anciens plus anciens, hein, qui peuvent renseigner sur l'évolution des métiers, leurs pratiques. On a vraiment ce travail tout au long de l'année, et c'est aussi une des clés d'insertion. Mais j'insiste beaucoup sur l'accès au réseau, qui est essentiel. Les élèves viennent, je prends un exemple, j'ai demandé à Lucas de venir, il a dit oui tout de suite. Ça, pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Et quand nos anciens disent oui, je viens bien sûr pour vous aider. Et ça, c'est un feu sacré auquel on tient vraiment beaucoup. Et il y a un ajustement constant des besoins des étudiants, des besoins aussi du marché du travail. Et on ajuste constamment. Là, on a dû ajuster à la situation actuelle qui est exceptionnelle. On a dû faire plein d'ajustements. Et voilà, on essaye. En fait, c'est un accompagnement qui est très vivant et qui est du sur-mesure sur le moment. On dit souvent aux étudiants, si vous avez besoin de telle ou telle intervention, dites-le nous, on l'organise tout de suite. Voilà, c'est vraiment en fonction. Les besoins d'une année ne sont pas les mêmes, d'une promo ne sont pas les mêmes que celle d'après, ou même si elle y a 3 ans ou 5 ans. Donc voilà, on est constamment sur la brèche pour ajuster cet accompagnement. Excellent, merci. Donc, on entend beaucoup voilà, cet accompagnement pour les stages, mais cette mission professionnelle qui peut aussi se traduire par des summers. Donc, on a vu lors de la présentation le nombre important d'étudiants qui réussissent à décrocher des summers. On peut peut-être même parler d'une machine à summer. Comment faites-vous? Je ne sais pas si on peut dire une machine. Le terme est original. Non, c'est que nos élèves sont bons. D'abord, on les sélectionne pour qu'ils soient bons. C'est d'abord pour ça qu'est fait l'entretien. Ils ont tous un potentiel. Après, on leur donne des clés, des guides, mais après, ils sont dans le move et ils le font, hein. Donc, je crois qu'on a vraiment l'idée de donner tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ont été bien choisis. Et puis après, on essaie de les accompagner. Mais alors moi, je n'ai pas fait de summer parce que ça n'existait même pas. Mais Lucas pourra en parler, hein, parce qu'il vient d'en vivre un avec succès. Donc, s'il peut nous dire quelques mots sur l'application et un peu comment il a vécu tout d'abord de recrutement avant le summer. Exactement, Lucas, on attend votre témoignage sur, voilà, peut-être rapidement sur le processus de recrutement pour obtenir ce summer et où, voilà, tout ce que voudront savoir nos internautes. Alors déjà, ça fait un peu le lien avec la question précédente, avec l'aide que peut apporter les anciens du master, parce que je pense qu'au-delà de l'ESCP, de l'école, du master, ce qui fait aussi une grande partie de la différence qu'on peut faire lors du process, c'est le réseau qu'on peut avoir. Et je parle pas de réseau dans le sens où c'est des gens qu'on connaît, des amis de la famille, etc. Moi, quand j'ai commencé le master, j'avais pas forcément un réseau hyper développé. Je l'ai développé via le SCP, simplement en contactant des gens, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur conseil de Monsieur Thomas, des anciens qui ont fait le master et qui sont aujourd'hui dans des grandes banques. Et je sais que ils sont vraiment là pour nous aider. Ils sont contents justement même de nous aider, de voir notre parcours, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre des applications d'étudiants d'autres écoles et le nôtre, c'est que vraiment, il y a cette solidarité-là et cette envie de développer le réseau et en tout cas de faire progresser des gens qui font le master. Moi, je sais que j'en ai bénéficié pour obtenir mon stage et je pense pas l'avoir dit encore, mais je l'ai fait chez Macquarie en M&A dans l'équipe infrastructure et énergie cet été. Et donc, pour ce stage-là, je sais que j'ai bénéficié un petit peu du réseau de l'ESCP. En tout cas, j'ai demandé des conseils via LinkedIn à des anciens du master qui m'ont un petit peu aidé, qui, je pense, m'ont recommandé lors du process. Et je pense que ça a fait pas mal de différence parce que, pour rappel rapidement, le process, c'est une phase un petit peu en ligne, ou en tout cas on va passer un screening au niveau de notre CV, on va passer des tests que ce soit numériques ou un petit peu d'aptitude. On va ensuite passer ce qu'on appelle des interviews, qui correspond à des entretiens un petit peu en ligne en tout cas, où des questions sont posées et on va devoir répondre face à notre caméra. Et ensuite il y aura, alors ça dépend des banques, mais entre 2, 3 voire 4 tours d'entretien un petit peu plus physiques. Et c'est à ce niveau-là que ça fait vraiment la différence d'avoir connu quelqu'un ou d'être recommandé par quelqu'un. Ça fait toujours bien déjà un entretien, et puis en plus c'est des gens qui vont pouvoir pousser, ça peut être même des gens qu'on va retrouver lors des entretiens. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence en termes de process et ce qui fait le succès à mon avis du nombre de summers à l'ESCP. Très bien, excellent, merci. On va arriver vers les dernières questions de ce webinaire. Donc, l'année de MS se termine, en tout cas la période d'études sur le campus de Londres. Donc, c'est vrai qu'une majorité de la promo se destine naturellement vers une mission professionnelle à Londres.
Seulement, on est dans un temps et de crise sanitaire et de Brexit. Donc, en ce temps, donc, après le Brexit, est-ce que cela sera toujours envisageable? Avez-vous peut-être, professeur Philippe Thomas, des idées sur quel stage ou comment la situation sera pour les prochains étudiants du MS Finance? Alors, on peut déjà dire que le pire, c'est maintenant. Donc, ça sera forcément mieux après, hein. Là, on est vraiment à la conjoncture des phénomènes. Il y a deux éléments. C'est un, le Brexit, deux, le Covid. Et donc, on a la théorie de l'ennui maximum pour être poli. Bon. Alors, on voit aujourd'hui le marché de l'emploi. Il faut être clair, hein. Le marché de l'emploi est tendu. On le voit à deux signaux. Le nombre de graduates offerts est par hausse, c'est sans faux. Et surtout, le nombre de summers actuellement offerts est en très forte réduction cette année. Pourquoi? Les banques ont deux sujets. L'aléa du Brexit, elles ne savent pas aujourd'hui ce que sera la situation au début de l'année prochaine, ce qui est quand même hallucinant en termes opérationnels. Deuxièmement, la crise du Covid, donc on commence à sortir avec des signaux avant-coureurs positifs. Donc, je pense que si on se projette un peu, déjà pour la promotion qui est actuellement chez nous, à l'horizon, ils seront sur le marché de l'emploi, on sera sorti des deux interstituts, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, on table sur le fait qu'il y aura une reprise de recrutement, en gros, sur juillet à décembre prochain, parce que les banques auront un peu sous-staffé à l'origine et devront relâcher un petit peu la bride en recrutement. Donc, on pense, mais on n'est pas qu'on pense, on a analysé et on est très conscient, et certains fait que ça ira mieux. Et la promotion suivante, on va revenir à une chose normale. Et je dis souvent, et c'est les chiffres à l'appui, hein, que si on simule l'impact du Brexit sur Londres, Londres va perdre en gros, on estime 10 à 12 points d'activité en finance. Bon, Londres, 10 à 12 points, c'est Londres il y a 4 ans, hein. Donc ça restera et de loin la première place financière d'Europe et du monde, mais et de loin, avec l'idée que les banques sont installées là-bas. Donc pour les recrutements, elles nous disent on continuera à faire nos summers et nos recrutements et nos trainings à Londres, et après on verra éventuellement une réaffectation en Europe continentale, vers Paris, vers Amsterdam, vers Francfort. Donc, il y aura sans doute plus d'affectation Europe continentale, mais ça ne changera pas le monde complètement. La structure de la finance est résiliente et va bien sûr résister. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir en dynamique. On est sur un marché relativement porteur. Le pire, c'est maintenant. Donc, la promotion qui aura le plus souffert, c'est celle qui est actuellement chez nous. Et souffert, on est quand même à nombre de summers 10 aujourd'hui. Si je crois ce qui tourne au téléphone, un 11e serait arrivé. Donc, on a des signaux qui sont assez favorables. Les off-cycles seront bons. Donc, on n'est pas sur un marché sinistré, j'insiste beaucoup là-dessus, hein. Encore une fois, c'est vraiment difficile et le relâchement, on le voit arriver tout doucement devant nous. Il y a un mois, j'étais plus, et un témoin, plus inquiet, j'avais un discours plus réservé. Là, on a clairement des process, on a une vingtaine d'élèves qui sont encore en process summer ou application, donc ça montre que c'est en train de repartir doucement. Donc, la promo à venir, elle peut être tranquille. On revient à une norme et avec, on aura forcément un recovery fort, hein. On va être quoi, à moins 8 points de GDP mondial cette année. Enfin au moins sur les pays développés, on aura un recovery très, très important l'an prochain, donc on a une dynamique forte. Enfin, les États soutiennent, on a tellement injecté d'argent que le système financier va tenir largement. La crise en finance est moins profonde que la crise des 10 ans, mais beaucoup, beaucoup moins profonde. C'est une crise sanitaire, donc on l'aperçoit tous plus davantage. Mais pour la finance, c'est une crise qui est finalement pas passée, mais presque, hein. Enfin, les indices boursiers sont beaucoup moins choqués que ces 10 ans, si on prend ça comme signal. Donc, on peut avoir un discours raisonnablement optimiste, mais encore une fois, il faut être optimiste et ne pas tomber dans l'inflation des élèves, hein. Nous, on pense qu'à 90, on arrivera à leur trouver un placement. Pour les Lucas, il y a un côté très perso, très, très réseau. On peut le gérer à 90, on ne le gère pas à 200 ou à 300 par définition. Donc, nous, on maintient notre côté un peu artisanal et atelier de luxe. Excellent, merci pour l'éclaircissement sur On a l'état des joyaux chez nous. des rubis, des joyaux, des diamants. Exactement. Pour conclure, voilà, sur la thématique des débouchés, Lucas l'a évoqué lors de son témoignage des différents jobs que peuvent exercer les jeunes diplômés. Peut-on rappeler un panorama du type de job tant en IB qu'en marché que peuvent exercer les jeunes diplômés à l'issue du programme? Alors, on l'a un petit peu évoqué, mais on peut faire la synthèse. En effet, si on prend les deux SP, en IB, c'est d'abord des fusions-acquisitions. Je pense que 2 sur 3 de l'IB vont en fusion-acquisition pour plein de raisons, parce qu'on est très bon là-dedans. Et après, on couvre tous les métiers du spectre, aussi bien en equity qu'en dette, en flux et en buy-side par définition. En marché, on aura clairement des sales, des traders, structuration. Et puis à la marge, parce que c'est un métier mais porteur, l'asset management. Et on a beaucoup d'élèves des deux SP qui finissent par y aller. Donc on a un spectre extrêmement large. Chez nous, on ne forme pas des comptes. Ce n'est pas notre métier, on ne sait pas faire, hein, mais on reste sur un spectre très, très flux, très investissement. Nous, on forme tous les métiers de flux pour commencer, hein, aussi bien en marché qu'en IB. Et après, ils pourront évoluer dans le métier de buy-side, mais c'est après en général. Il faut avoir un petit peu roulé.
puis on a des élèves qui débutent en private equity, hein, ça arrive chaque année, mais on traite principalement du flux equity debt en IB et en marché. Très bien, je pense que tout est dit, tout est clair, tout est complet, parfait. Alors nous allons, voilà, le temps tourne, donc nous allons terminer ce webinaire. Pour le dernier aspect évoqué, j'aimerais que chacun d'entre vous dise un mot d'encouragement pour tous les internautes qui nous regardent ce soir et qui sont prêts à déposer un dossier de candidature pour le MS Finance de SCP Business School. Peut-être, Lucas, on peut commencer par vous. Voilà, un mot d'encouragement pour les personnes qui sont retrouvées, vous avez été à leur place, peut-être il y a un an. Et qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? Je peux leur dire que le SCP, c'est vraiment un tremplin, qu'on ait une tonne d'expérience en banque d'investissement avant ou pas. Ça nous permet vraiment de décrocher, enfin en tout cas pour moi, de décrocher le métier dont j'avais envie. Donc je pense, ou je suis quasiment sûr que j'aurais pas pu l'avoir sans. Donc vraiment, c'est un tremplin à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que l'expérience en elle-même, elle est top, tant sur le plan professionnel, le fait d'apprendre, que ce soit théorique, que ce soit pratique, c'est vraiment adapté et ça nous permet vraiment, comme je disais, d'atteindre nos objectifs. Et professionnel, mais aussi personnel, parce que l'expérience, que ce soit à Paris ou plus tard à Londres, elle est vraiment top pour se faire même des amis et aller plus loin. Franchement, le master est complet à ce niveau-là. Donc, bonne chance à tout le monde et j'espère pouvoir en retrouver quelques-uns dans les mois qui viennent. Très bien, merci beaucoup, Lucas. Keren, un mot? Un mot, oui. Qu'ils ne soient pas impressionnés par les entretiens. Je sais que moi-même, j'ai pas mal de retours de candidats qui se font une montagne de l'entretien. On est bienveillant et on est là dès l'entretien pour les aider. Merci, Keren. Le mot de la fin pour le directeur scientifique du programme. Moi, je dirais à tous ceux qui nous regardent que ce qu'on attend des candidats, c'est qu'ils nous montrent qu'ils aient envie, qu'ils aient faim. Hein. Nous, on cherche des gens talentueux, équilibrés, qui ont envie de faire leur métier, en étant sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc, le message, c'est de dire, n'hésitez pas à appliquer, ayez un projet pas forcément extrêmement précis, mais une thématique assez installée. Et puis, soyez vous-même. Nous, on recrute du talent. Et quand on voit l'exemple de Lucas ce soir, hein, c'est des parcours incroyables. Je veux dire, nous, on est extrêmement fiers. C'est la plus belle des récompenses pour nous de voir ces trajectoires. Donc, dire à tout le monde qu'on peut appliquer, qu'il ne faut pas, en effet, comme disait Keren, se faire une montagne de tout. Si on travaille, qu'on est sérieux, qu'on a un projet, on y arrive parfaitement. Hein. Et donc, je veux envoyer un message d'encouragement, de diversité. On est ouvert sur nos recrutements et tous les profils qui ont envie, qui ont le talent pour, eh bien, ils nous intéressent par définition. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous trois pour votre présence. Un petit mot maintenant pour les internautes que je remercie. Merci pour votre implication, pour votre activité, pour toutes les questions posées via le chat. Si ce webinaire était très complet, bien entendu, j'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions. Si vous avez encore des questions, sachez que vous pouvez trouver par exemple des personnes comme Lucas par exemple sur LinkedIn, des anciens du MS via LinkedIn, donc réseau professionnel, social très utilisé et impératif de nos jours. Vous avez également le contact et coordonnées des délégués de classe sur la page web du MS Finance sur le site web de SCP Business School. Comme le contact des recruteurs, donc notre équipe composée de moi-même et de ma collègue Catherine Hetzel, vous trouvez l'adresse ms.finance@escp.eu. Vous pouvez nous envoyer vos questions ainsi que des demandes d'entretien si vous le souhaitez. Pour toutes les questions à propos du processus d'admission du dossier de candidature, je vous inviterai à contacter Madame Enan Mognan, chargée des admissions MS, donc ms-du6 concours@escp.eu. Donc, comme vous le voyez, nous sommes toute une équipe. Nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à terminer ce webinaire, à remercier chaleureusement chacun de nos intervenants. Donc, Lucas, merci pour votre présence et votre témoignage en tant qu'ancien étudiant. Yeah. Merci. Merci beaucoup, Keren Sarag, responsable scolarité du MS Finance. Et bien entendu, merci beaucoup au professeur Philippe Thomas pour sa présence et son éclaircissement très complet sur le master spécialisé finance de SCP Business School. On vous souhaite une excellente plaisir. soirée. Bonsoir. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.